en bas dans à peu près 45 minutes. Tout doucement, ne freine pas. Bonjour, en ce mois de juin ensoleillé, on se retrouve ici au Fort Lalatte, l'un des châteaux les plus visités de Bretagne, et on a rendez-vous avec un châtelain. Guénolé Jouan des Longrets, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors 10h30, ouverture des portes du château. Ouverture des portes du château, bienvenue au château de la Roche-Guyon, dit Fort Lalatte. Nous allons ouvrir le château ensemble avec le personnel qui arrive. Bonjour. Je vous en prie. Stéphanie et Didier. Eh bien, très bien. Allons-y. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce château? Il est construit sur des rochers, hein, c'est ça? Oui, d'où son nom d'origine, château de la Roche-Guyon. Roche parce qu'il est construit sur un rocher, et Goyon du nom de la famille première qui l'a construit, qui s'appelait la famille Goyon-Matignon. Il est daté du XIVe siècle. Il s'inscrit dans les fortifications qui se font dans les prémices de la guerre de Cent Ans. Comment vous vous présentez? Parce que là, je vous ai présenté comme un châtelain, mais on dit aussi que vous êtes la mémoire vivante du lieu, chef de chantier, directeur du Fort Lalatte. Comment vous vous présenteriez? Eh bien, on est comme des agents de passation, de coordination et de passation pour passer ce patrimoine au futur. Voilà. Comment commence la journée? Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre les portes et après, eh bien, on va faire de l'entretien. Arrêt. Alarme. Bonjour Jeanne. On y va? On y va. Donc là, on va passer le premier pont-levis. Premier parce qu'il y en a deux? Il y en a deux. D'accord, deux portes et deux ponts-levis. Et à l'origine, il y en avait quatre. D'accord. Comment ça se fait qu'il y en avait autant? C'était une voie de protection maximale. C'est comme la porte blindée maintenant. Alors, donc, on traverse la Barbacane et on va passer sur le deuxième pont-levis. Ok. Alors, à noter que les tours de chaque côté, elles étaient aussi hautes à l'origine que celles de droite. D'accord, donc vous n'avez pas restauré Non, en mettant la hauteur c'est d'origine? l'histoire qui crée ça. Mm. C'est l'histoire et après, il faut respecter les lieux. Alors, entrez. Où est-ce qu'on va? Bonjour maman. Bonjour. Et du coup, on commence la journée par un petit café. Ah avant. oui, oui. Bonjour, Mathilde. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Je vois que tout est prêt sur la table. Oui. Installez-vous. Vous prenez un café d'habitude le matin? Oui. Ensemble? Mon fils, il prend beaucoup de café. Alors, où est-ce qu'on se trouve ici? On se trouve dans le logis seigneurial, devenu les appartements privés du château. Donc, votre maman Il habite ici habite une partie de l'année. une bonne partie de l'année. Et vous avez habité ici 3 ans, c'est ça? Oui, de 2003 à 2006. Et pourquoi vous n'êtes pas resté? Vous avez trouvé autre chose ailleurs? Oui, j'ai trouvé autre chose ailleurs et voilà. J'étais jeune à l'époque et j'ai continué ma vie de jeune. Et justement, si je dis 3 ans, c'est parce que vous n'avez pas grandi dans le château. Du tout. J'ai grandi à Rennes. On passait toutes les vacances au Fort Lalatte. Est-ce que Et- vous aimez bien venir ici pendant les vacances? Ah oui, oui. Et quand on l'avait quitté longtemps, on avait ce soulèvement d'émotion, ce soulèvement de cœur au premier virage, tout en haut du chemin, quand on apercevait ce vaisseau de pierre au milieu de l'eau. Ça nous faisait quelque chose. Vous vous êtes dit, un jour je viendrai travailler ici? Du tout. Je pensais faire mes armes ailleurs, que tout bon jeune, peut-être, avec le côté un peu rebelle de la jeunesse. Je ne pensais pas à 20 ans que je ferais carrière ici. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Entre-temps, j'ai fait un passage dans l'industrie du bâtiment, Pendant longtemps? à une dizaine d'années. Et ça vous sert aujourd'hui, c'est ça Et que... ça sert tous les jours. Vous êtes venu ici en fait par hasard, hein? Oui, Comment alors, vous êtes arrivé ici finalement? Qu'est-ce qui vous a convenu? Une année, il n'y avait plus de grands chantiers. Je me trouvais l'été sans emploi. Et mes parents avaient eu un personnel qui avait fait faux bond. Il a fallu le remplacer. Et puis depuis, je suis resté. Finalement, ça correspondait plus à mon âge, vers 30 ans. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, comme ma maman a coutume de dire, eh ben, le château a commencé à m'envahir puis à m'habiter. Alors, on va voir le travail que vous faites ici. Et d'ailleurs, vous dites souvent, on est toujours en retard. Alors, le travail dans un monument, c'est un jeu d'équilibre. Il faut prioriser certaines tâches.
Et c'est parfois fonction aussi des aléas climatiques, de la météo et de l'urgence. On n'est jamais totalement dans l'urgence, mais on ne sera jamais à blanc, à jour du travail. Et c'est un jeu d'équilibre pour le conserver le mieux possible et le présenter à nos visiteurs, qui sont quand même nos mécènes, le mieux possible. Isabelle, est-ce que vous êtes fière que quelqu'un prenne la relève? Oui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut quelqu'un qui fasse la relève, qui soit responsable, qui ne soit pas trop bête. Enfin, il réussit à avoir toutes les qualités là. Vous êtes rennaise à la base. Maintenant, vous passez 6 mois de l'année ici. Alors pourquoi pas toute l'année déjà? Non, l'hiver c'est très difficile. L'hiver c'est très très difficile, même pour quelqu'un de jeune, c'est Guénolé. Il faut habiter une autre maison. Ça t'isole. Je pense Ça que ça t'isole. Par contre, c'est bien. Moi, finalement, je me dis, mais bon sang, j'étais faite pour une vie contemplative. Dans le château, il y a ça. Parce que 6 mois de l'année, du coup, vous êtes à Rennes et 6 mois ici. Et ça ne vous plairait pas non plus de passer 1 an à Rennes et de venir ici quelques semaines? Non. Vous trouvez votre équilibre comme ça? Oui, mes beaux-parents faisaient ça, mais non, moi non. Non, parce qu'on ne prend pas assez la température de la maison. Et ici, ce n'est pas ouvert au grand public? C'est de temps en temps ouvert, cette salle. On l'ouvre de temps en temps, mais il faut quand même qu'on ait un endroit pour se replier. Sinon, il n'y a pas d'intimité possible. Mais les gens adorent, ils rentrent. Oh, c'est beau. Bon, c'est beau. Bon. Vous vous êtes habitué? Oui. Mais j'adore les châteaux du XVIe siècle. Il n'y a pas besoin de meubles. C'est tellement décoré qu'il n'y a pas besoin de meubles. J'entends la chapelle qui sonne. Du coup, c'est l'heure du travail. Oui. On y va? Oui, on y va. Merci Isabelle. Première étape, je prends le petit bras. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là? Alors l'idée, c'est de poncer le canon de façon à retrouver le bois. Mais pourquoi l'avoir ici? Parce que vous ne l'avez pas trouvé dans le château. Ah non, comme il est acheté, c'est un agrément de plus. Puisque le château a connu plusieurs époques, dont l'époque napoléonienne. Là, il s'agit d'un canon d'inspiration, Gribeauval, mais autant retracer toutes les époques. Vous me disiez, c'est 80% d'entretien, 20% de création. Voilà, c'est Là, ça. ce sont 20% de création, de valorisation et quelque part, on peut appeler ça un peu, pour vulgariser, du décorum. Eh bien, ça fait partie. Ici, vous êtes combien de personnes à l'année et aussi l'été? Alors, on est 7 à 8 personnes à l'année et on monte à 12 ou 13 personnes en plein été avec les saisonniers. Ce qui fait beaucoup de création d'emplois, dont votre emploi en fait, parce que vous êtes à plein temps ici. Ah oui, je suis à plein temps. En quelque sorte, salarié du château. Salarié de l'entité du château qui fait son exploitation, qui s'appelle SAS Fort-la-Latte, qui est la société d'exploitation qui exploite le château de La Roche-Goyon. Est-ce que c'est une chance de pouvoir justement vivre et se tirer un salaire de ce travail ici dans le château? Eh bien tout à fait, oui, c'est une chance formidable. Alors je n'ai pas précisément les chiffres de l'association Demeure Historique, mais je crois qu'il n'y a que 10% des châteaux en France qui arrivent à avoir un bilan positif et à générer des emplois. Néanmoins, le patrimoine français est un très gros pourvoyeur d'emplois. Comment on peut expliquer qu'ici, vous arrivez à vous tirer un salaire et à créer des emplois comme ça? Alors, on a beaucoup de chance. Le château est très renommé. Alors, de par sa situation géographique, face à la mer, avec un environnement d'une pureté qui est classé, notamment d'un classement grand site. Et du coup, on a des retombées et on tourne autour les meilleures années de 150 à 180 000 visiteurs par an. Alors, je voudrais qu'on voit ensemble justement en été pour la labellisation du Cap d'Erquy et de Fresles, pour la labellisation en grand site de France. Et je voudrais qu'on regarde ensemble ce reportage qu'on avait fait à l'époque en plein été, donc avec toutes les couleurs. Et justement, on se rend bien compte de l'environnement privilégié dans lequel se trouve le château. Regarde ça.
Le département des Côtes-d'Armor compte désormais un grand site de France, les caps d'Erquy et de Fréhel, une labellisation du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il reconnaît les sites les plus prestigieux et les plus fréquentés du patrimoine national. Ah ben c'est quelque chose d'exceptionnel quand on sait que la dune du Pilat, il y a 20 ans qu'ils sont en labellisation et qui sont toujours pas labellisés, qui est un site largement aussi authentique et précieux pour la biodiversité que le nôtre. Sur les caps d'Erquy et de Fréhel, on trouve par exemple plus de 1000 espèces végétales, ainsi que des chauves-souris et 400 grands dauphins sédentaires. J'ai tendance à parler d'une arche de Noé, tant la diversité est importante avec des espèces exceptionnelles. Donc, par exemple, 80% de la population nationale des guillemots de Troyes en France niche sur le cap Fréhel. Donc c'est vraiment un enjeu national pour le site, quoi. Et chaque année, 1,6 million de visiteurs se rendent sur le site. Avec le label, la fréquentation devrait augmenter de 30%, ce qui inquiète une partie de la population sur les réseaux sociaux. Alors les élus et les acteurs tiennent à rappeler que 3 millions d'euros ont été investis ces dernières années. Les aménagements qui ont été réalisés, c'est principalement des déplacements doux pour permettre un meilleur déplacement des touristes et de manière à ce que les sites ne soient pas détériorés, que ce soit à pied, à vélo ou aussi les personnes en mobilité réduite. C'est tout l'enjeu du label Grand Site de France, de trouver l'équilibre entre bien accueillir les visiteurs et toujours préserver la biodiversité du grand site. Les caps d'Erquy et de Fréhel rejoignent ainsi la pointe du Raz Cap-Sizun et les dunes sauvages de Gavre à Quiberon, deux autres territoires labellisés Grand Site en Bretagne. Un beau reportage, félicitations. Eh ben merci. Est-ce que du coup ça vous a apporté ici aussi au château? Est-ce que la fréquentation a été un peu boostée? Et ça n'a pas sensiblement sur 30% comme l'annonçait, mais finalement ça permet plus de visibilité. Et ça c'est intéressant. Parce qu'il faut dire que la fréquentation ici finance les travaux, ou Oui. l'achat par exemple. Alors ici on fait par entreprise extérieure. Alors on avait fait un calcul il y a quelques années et à peu près sur le linéaire on investissait 150 000 € de travaux par an. C'est grâce à toute cette fréquentation, cette visibilité aux visiteurs que tout est réalisable et qu'on peut acheter un petit canon comme ça et le restaurer pour le transmettre aux visiteurs. Mais alors ça va pas être le gros budget de l'année? Quel Non. est le gros budget de l'année? Le gros budget de l'année va être la restauration de la chapelle. Eh ben est-ce que je peux vous laisser travailler là-dessus et puis après on va voir la chapelle? Oui, tout à fait. Oui. Eh ben je vous laisse travailler. On attaque. Alors, le papier ponce. C'est le moment de parler de mon augmentation, non? Et c'est le véhicule pour monter manger? Oui, c'est le véhicule qui nous sert pour approvisionner les chantiers sans faire de bruit. C'est un véhicule électrique. On est aussi dans cette démarche-là. Et dans la démarche, il n'y a pas de suspension sur la voie. Et dans la démarche de ne pas déranger l'usager du site et le visiteur. Alors Florian, il est content de torturer son chef là. C'est un plaisir. Et alors là, Guénolé, on parlait de cette chapelle, c'est cette chapelle-là qui va être faite. Oui, alors celle-ci est de 1719 et le but, à partir du mois d'octobre, c'est de restaurer ses joints pour lui permettre de respirer, d'avoir une cohésion des murs et de le faire respirer. Les anciens joints étaient au ciment, ce qui enferme l'humidité dans le mur. Là, quand on voit le château, je me fais peut-être la porte-parole de tous les visiteurs, mais il est vraiment super bien entretenu. On n'a pas l'impression qu'il y a besoin de faire autant de travaux tous les ans. Pour autant, ce château, quand vous l'avez acheté dans la famille, il est en ruine. Alors mon grand-père l'a acheté en 1931 à ciel ouvert. Il a fallu remonter partiellement les murs, recréer des ouvertures, poser des planchers, refaire des toitures. C'était titanesque comme... C'était titanesque, hein, ça a duré à l'année, des années entières, de 1932 à 1938, puis après-guerre. Quand il est revenu après, il y a eu quelques pillages, c'est ça, après la guerre? Ah oui, pendant la guerre, il était retenu captif, et quand il est revenu, malheureusement, il y a eu quelques pillages. C'est Il a l'histoire fallu des guerres. refaire. Il a fallu refaire, remeubler,
Enfin, sans grand dommage, fort heureusement, pour les murs et les façades. Pourquoi il a acheté, pourquoi il s'est lancé dans cette aventure? Alors, il passait une bonne partie du temps dans une maison qui se trouve dans la baie, dans la famille, et rêvait d'acheter ce château fort. Et avec les aléas de sa vie, eh bien, ça a pu se concrétiser en 1931 et il a pu initier ce projet. Quelle est l'histoire de ce château avant qu'il rentre dans votre famille? Alors, il a été construit au XIVe siècle sous fond de guerre de 100 ans. Et donc, il fallait préserver ce littoral, de surveiller un point d'accès. Il a servi militairement jusqu'à la chute de Napoléon, toujours pour surveiller les côtes. Ici, ça faisait l'objet d'un trafic maritime très important, hein. Les encablures de Saint-Malo. Saint-Malo était le premier port de commerce de France à l'époque. Au tout début, hein, vous nous avez dit, c'est le Fort Lalatte, mais aussi le château de la Roche-Goyon. C'est une grande famille. Le château Oui. de la Roche-Goyon, puisque c'est son nom primaire, ça rend compte de sa géographie, la Roche et Goyon. Ça rend compte de la famille Goyon-Matignon, qui sont les constructeurs de ce château dans les années 1340. Et une grande famille bretonne. Une très grande famille bretonne. Les descendants sont même le prince Albert. Le 20 octobre 1715, il y a un mariage qui unit l'héritier de cette famille-là, qui s'appelait François-Léonard de Goyon-Matignon, avec Louis-Hippolyte Grimaldi, sous condition de mariage et contrat de mariage que monsieur prenne le nom de sa femme. Et ainsi, on ouvre la voie des ancêtres du prince Albert. D'ailleurs, quelques années, le prince Albert est venu nous rendre visite. Nous avons fait d'ailleurs une plaque commémorative suite à sa visite. C'est toute cette histoire, hein, là on le dit hein, souvent, vous êtes passeur de mémoire, hein, et c'est comme ça hein, que vous Oui, définissez. passeur de patrimoine et passeur de mémoire. Ouais. À l'échelle du temps, finalement, on se rend bien compte, sur des sites historiques, on ne fait que passer, que ça appartient aux générations suivantes finalement. Vous ne considérez pas comme fois, propriétaire de ce château? Oui, je pense que c'est les générations suivantes qui sont propriétaires de ce château-là. D'accord. Pas forcément vous. Pourquoi? Parce que ça engage à la modestie, je crois, de s'occuper de patrimoine. On peut être qu'admiratif de tous ces hommes qui sont passés, qui ont monté ou entretenu ce château-là et qui l'ont permis de passer à la postérité et à la mémoire humaine. Il faut être un peu fou pour se lancer là-dedans? Alors généralement, je pense qu'à l'époque de mon grand-père, et même les jeunes qui initient, ou tout type de personnes qui initient leur aventure dans le patrimoine en acquérant un monument, je crois qu'il faut avoir une petite dose de folie, d'inconscience ou de mégalomanie. Vous l'auriez fait à la place de votre grand-père, acheter comme ça ce genre de bien et se lancer dans un projet aussi gigantesque? Malheureusement, sans doute. C'est vrai? Je crois que sans doute, oui. Vous avez attrapé le virus? On a attrapé le virus, oui. Cet engagement que vous avez ici et puis le travail que vous faites avec tous ces travaux, moi j'ai été tendre le micro aux visiteurs, aux habitants de Plévenon. Je vous propose de regarder ce qu'ils en disent. C'est quelque chose justement, cet engagement qui soulève hein, souvent. Ah oui. Ah, moi, je suis impressionné par le travail qu'ils ont fait pour réhabiliter ce château, parce que ça a dû être un boulot de fou, quoi. Moi, je me rappelle quand j'avais 15-16 ans, elle n'était pas dans un très bon état. Il y a au moins 30 ans. C'était un peu, on va dire, en friche, beaucoup d'herbes, beaucoup de végétation, mais pas aussi bien entretenu que cela aujourd'hui. J'ai envie de dire, j'aurais presque envie de revenir, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir tout vu. Je pense que c'est une grande chance, et puis c'est pour les habitants ici, c'est un lieu de cinéma. Moi, petit... Quand j'allais jouer là-bas, je me sentais toujours dans un décor de cinéma. À chaque fois que je viens en Bretagne, je viens. Et le Fort Lalatte, oui, le site est magnifique. En plus, la vue, ça, rien que la vue, c'est formidable. Puis de voir, c'est quand même un trésor historique. Hein. Maintenant, c'est très bien aussi de la famille de faire partager son bien privé au domaine public. Même pour les jeunes, il y a plein de jeunes qui sont là en ce moment. Et franchement, ils vont apprendre plein de belles choses. Hein. Et puis, c'est une trace de l'histoire, donc c'est important qu'il soit bien entretenu et bien restauré. Si le Fort Lalatte était en ruine, on aurait eu une évolution de certains habitats ouverts, donc notamment des prairies et de la lande, qui auraient évolué vers de la forêt, plus classique. Et actuellement, c'est vrai que ces habitats ouverts permettent d'avoir des espèces spécifiques de ces milieux-là. Et puis bon, on doit les aider financièrement, puisque c'est payant. Mais bon, ça vaut franchement le coup, quoi. On en a pour notre argent. Voilà. Mais ils ont fait du beau boulot, hein, ouais.
Et ben, tu vois, à travers ça, chaque visiteur s'y retrouve. Là, c'est une belle rémunération. C'est la meilleure des rémunérations, c'est que les gens soient contents et enthousiastes. Et ben, ça efface tous les moments de galère ou les efforts qui étaient un peu parfois, qui peuvent être parfois un peu difficiles. Et ben, ça efface tout. C'est vraiment important. Ouais, c'est vraiment important. On entendait une autre personne qui parlait de l'entretien, notamment qui parlait des landes et du travail qui est fait. Ce qu'on ne dit pas, parce que depuis tout à l'heure on parle du château, c'est qu'il y a aussi 100 hectares de parc. Oui, il y a 100 hectares de parc, il y a de la lande haute, il y a des terrains agricoles. C'est beaucoup de boulot aussi. Je pense que ces monuments sont indissociables de leur environnement et du biotope qui les entoure. Justement, je crois que cet après-midi, ce qui est prévu, c'est un peu de désherbage. Ah oui, on est en opération, enfin on est en zéro phyto depuis toujours et on désherbe à la main. Alors, il ne faut pas nous en vouloir, hein, si parfois il y a quelques mauvaises herbes. On essaye de tenir la compétition. Eh ben on y va. Et on y va. Allez. Et Florian et Christian sont déjà à l'œuvre. Voilà, on les rejoint. Ah, il y a du boulot, on se met à plusieurs hein, quand on fait quand le désherbage. Du désherbage. Et on va commencer par ici. Et ça, c'est tous les jours? Non, c'est à la saison, mais il faut être régulier hein, sur le désherbage. Hein. Je sens que ça vous tient à cœur. Oui, j'ai envie de vraiment présenter un site propre et carré. Pourquoi? C'est important pour le visiteur, voilà, qu'il sache que c'est aussi pour lui qu'on se consacre à faire ça. Qu'est-ce que vous aimeriez après pour le lieu? Comment vous aimeriez qu'il évolue? Ah, ça, j'aimerais bien qu'il y ait une continuité. Et il y aura une continuité, parce que plus on présente un site de façon viable, avec une façon de fonctionner, plus les suivants pourront continuer la tâche. Oui, parce que vous me racontiez, la 4e génération, elle est présente. Il ne faudrait pas lui laisser, c'est ça, beaucoup de travaux à faire qui pourraient la décourager. Voilà, il faut que ce soit possible, envisageable, et comme je répète, vraiment viable. Si la marche est trop haute à suivre, ça pourrait la décourager et ce serait préjudiciable pour le monument. Je vous sens vraiment attaché aussi au territoire ici. Aux gens, on le voit bien, là on a été au bourg, vous connaissez les gens. On est dans le meilleur pays du monde, quelque part. Et puis, ils font partie de mon histoire, mais je fais partie de leur histoire. Et ça, j'y tiens. Et beaucoup de gens attachants, comme une seconde famille. Vous voyez y habiter un jour, comme votre maman? Peut-être. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. À voir. À voir. Eh bien, Guénolé, merci. Je vous en prie. Je vous laisse continuer. Oui. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous en Côte d'Armor, Kenavo. Impeccable. Il y a un escalier. Ah, c'est pas une statue. Tu vois le... Pardon.